Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau Web Café. Je suis Sébastien de Villeroy, chargé d'animation de réseau au pôle EMC2. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir François Jean, directeur du PASCA, pour parler de un thème dont on entend de plus en plus parler, la relocalisation industrielle. François, je te donne tout de suite la parole et je pense que tout le monde peut voir la présentation. On va se laisser, donc François va intervenir après 20 minutes. L'idée, c'est qu'on se laisse 10 minutes pour des échanges via le chat. Il y a un onglet chat que vous pouvez utiliser pour poser vos questions, vos réactions, témoignages. Donc là, je vois que la plupart des micros sont coupés. Donc c'est parfait, j'espère qu'on entend bien l'intervenant. Donc François, je te donne la parole. Bonjour, vous m'entendez bien? Mon micro doit être ouvert. Donc bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Donc merci beaucoup au pôle de m'avoir proposé d'animer ce webcafé. Alors je me présente très rapidement, personnellement et PASCA, très rapidement. Donc François Jean, effectivement, je suis directeur du PASCA. Le PASCA, c'est le pôle achat supply chain Atlantique. Nous sommes un centre d'expertise autour de supply chain management. Donc, notre objectif, c'est de développer la compétitivité des entreprises et des territoires en mobilisant les leviers achat et logistique. Donc, on travaille régulièrement avec le pôle MC2 sur l'aspect notamment innovation. Donc, on collabore et on est vraiment, on porte l'idée de l'intégration complète et totale du supply chain dans le manufacturing, quelle que soit la filière. Donc pour commencer le propos, donc effectivement, nous, en ce moment, on parle beaucoup dans la situation post-Covid, à la fois de la reprise et de l'organisation. On a pu voir que la problématique Covid a fait apparaître les problématiques logistiques très importantes pour les entreprises, que ce soit pour l'approvisionnement des masques et plus globalement pour l'approvisionnement des matières premières dans le cadre des productions. Alors, humblement, de notre côté, on a réfléchi rapidement sur, avant de faire la relocalisation, déjà, comment s'organiser pour la reprise. Donc, on a élaboré un petit schéma avec trois phases, donc sur le slide suivant, où en fait la reprise elle est multifactorielle de toute façon. Ça a tellement impacté, la crise a tellement impacté l'ensemble des services et des ressources de l'entreprise que la mise en place d'une procédure de reprise dans les entreprises est d'une part compliquée et complexe de par l'arrêt pour certaines entreprises complet et de l'arrêt de fournisseurs dans certaines chaînes, même si l'entreprise n'a pas été totalement arrêtée. Donc d'abord, les conditions de reprise, c'est d'abord renforcer l'activité dans les reprises d'activité dans les conditions optimales. Alors comme on peut le voir sur le schéma sans voir trop le détailler parce qu'on a un temps à partie limitée. Premier point, comment je relance tout ce qui est production et logistique. Donc, comment je relance ma chaîne et comment je réalimente ma chaîne pour la fluidifier, pour alimenter mes usines, à la fois côté fournisseur et sous-traitant, mais à la fois côté client, comment je réalimente les clients. Donc, au-delà de relancer les processus d'approvisionnement et les vérifications auprès des fournisseurs de la situation dans laquelle ils sont et comment ils peuvent approvisionner, la reprise et la crise qu'on vient de subir peut permettre de se poser des questions déjà sur notamment comment on est organisé, c'est-à-dire pourquoi on a bloqué. Donc, ça permet à la fois la reprise, à la fois de se relancer, mais également de réfléchir à ses propres processus. Donc il ne faut pas considérer que la reprise, que les procédures de reprise soient que une réorganisation comme avant, mais c'est peut-être se poser la question de comment on est organisé et notamment comment on peut réfléchir à ces risques. Notion de risque qui est plutôt importante, c'est-à-dire que notamment dans les ruptures de chaîne d'approvisionnement, comment à terme je peux adapter mon organisation pour limiter ces risques. Un point important qu'on considère également, c'est tout l'aspect développement commercial.
Alors, qui dit crise, dit, on parle jusqu'à 20 points de PIB, de baisse de PIB, dit aussi risque systémique sur l'économie, risque systémique sur l'entreprise. Et un point important de l'autre côté de la chaîne, également tout ce qui concerne la partie commerciale. Comment reprendre contact avec son client et recréer une expérience client, je dirais, valorisée, valorisante par rapport à ce qu'il a subi. Mais également, il faut rester pragmatique, comment je me réorganise pour développer le business? Comment je recrée des opportunités de business suite à la crise? C'est-à-dire que peut-être que de mes produits, de mes services, je peux attaquer d'autres cibles. Donc, développer sa production, reprendre sa production, mais également réfléchir à asseoir son volume, son chiffre d'affaires. Un point très important qu'on constate, ce qu'on a commencé au côté Pascal à retourner voir nos membres et retourner voir les entreprises, qui concerne tout ce qui est adaptation et accompagnement des ressources humaines également. Nous ne sommes pas encore dans une phase, on a encore des conditions de travail qui sont entre guillemets dégradées ou plutôt différentes par rapport à ce qu'on a connu jusqu'ici. Après, les problématiques de distanciation physique qui sont parfois difficiles dans les chaînes de production ou dans certains métiers. Donc, il y a une problématique d'accompagnement importante à résoudre au niveau des ressources humaines. Ça ne peut pas fonctionner tout de suite comme avant. Accompagnement d'une part dans les sites de production, mais également globalement au sein de l'entreprise, on se retrouve tous, on a aussi avoir à la fois des équipes qui sont sur le site de production et des équipes qui sont en distanciel, qui créent d'autres problématiques d'organisation et de fluidité dans l'entreprise. Et effectivement, donc, dans le cadre de cette reprise, il faut veiller à ce que les liens qui existaient, les organisations qui existaient avant puissent être adaptés pour la production. Dernier point et pas des moindres, c'est toute la partie finance. Qui dit baisse d'activité dit problématique de chiffre d'affaires, problématique de cash, problématique de rentabilité. Et effectivement, un point important à mettre en œuvre et à étudier, c'est toute la partie finance, toutes les démarches administratives, toutes les expertises qu'il faut pour sortir de la crise et éviter massivement les dépôts de bilan. Alors sur ce type de schéma, donc on a des choses plus détaillées qu'on pourra diffuser aux personnes intéressées de toute façon, qui sont, je dirais, de l'ordre d'intérêt général. Mais il faut savoir que les structures territoriales, que ce soit le pôle MC2, nous-mêmes le PASCA, on peut vous aider à structurer, à mettre en place et à vous accompagner dans ces démarches-là. Donc on a les uns et les autres, que ce soit pôle MC2 ou nous, les liens avec des réseaux, des entreprises qui ont su mettre en place des bonnes pratiques et on peut très bien vous accompagner. Je pense que ces problématiques de relance d'activité, mais également, comme montre le point numéro 2 de réinvention de l'organisation supply chain, ça peut se faire aussi collectivement et collaborativement entre les uns et les autres, avec des entreprises qui ont pu avoir des bonnes idées, qui ont pu partager. Donc le point important également dans le cadre de cette reprise, surtout qu'il faut que vous veillez à faire, c'est partager, échanger sur les expériences de chacun. Et effectivement, les pôles, les clusters permettent cet échange et permettent de pouvoir collectivement répondre aux enjeux du moment. Donc on n'a pas eu de la reprise, hein, donc la reprise c'est bien effectivement une reprise, mais dans les discours justement qu'on peut avoir, c'est la réflexion, notamment quand on considère qu'on réfléchit à sa production, qu'on réfléchit à sa supply chain, à l'organisation de la supply chain, quand on réfléchit aux problématiques d'approvisionnement, avec les délais d'approvisionnement, notamment les cycles longs qu'on peut avoir au travers des approvisionnements dits low cost, mais plutôt exotiques, on a des problématiques, on peut relever les problématiques de relocalisation, grand thème qu'on entend depuis plusieurs années, sur lesquels on a pu avoir des expériences réussies du type Rossignol sur la relocalisation d'une partie d'activité. Mais au-delà de la reprise, on peut réfléchir quitte à réfléchir à sa supply chain, à réfléchir à la relocalisation de la supply chain. On peut passer à la planche suivante.
Donc, hop. Donc, je ne sais pas si vous voyez la planche, si on relocalisait, le temps qui arrive, voilà. Donc, relocaliser. Alors, on a représenté une petite usine bleu, blanc, rouge, donc c'est un peu chauvin. Après, c'est de la relocalisation, pas forcément de la relocalisation nationale, uniquement nationale, mais c'est déjà européenne. Alors, deux points importants à voir sur la localisation, c'est on peut relever des points, des atouts stratégiques à la relocalisation. Déjà, sécuriser ses achats, donc travailler des sous-traitants, des fournisseurs plus près qui permettent de sécuriser ses achats. Sur le thème logistique pur, c'est réduire ses coûts logistiques et réduire ses aléas. Donc, plus on étend une chaîne, plus les coûts sont importants logistiques, mais également plus les aléas sont importants. Donc, ça rappelle aussi la notion de la qualité des produits d'approvisionnement. Donc, souvent, on a des expériences, on a des surcoûts liés notamment aux non-qualités d'une partie des produits de l'eau quand on peut acheter en low cost ou en zone éloignée, parce on peut rencontrer des problèmes de qualification et de vérification des produits. Un point important, c'est les avantages culturels législatifs. Quand on est près du marché, la proximité du marché permet d'avoir cette proximité avec le client. C'est un point qu'on verra après. Donc la simplification des chaînes, donc qui dit simplifier, dit moins de ressources pour gérer la chaîne, donc réduction de coûts. Une problématique de taux de change, alors même si on a des outils pour réduire les risques de taux de change, on peut également, en atout stratégique, réduire les taux de change. Un point important, c'est la qualification des ressources. En étant à proximité, on peut accéder à de la main-d'œuvre qui peut être plus qualifiée. Et un point important qui est lié, qui est mis en valeur également par la crise Covid, c'est les impacts environnementaux. Parce que il est clair qu'un navire qui fait du container entre la Chine et l'Europe en brûlant du fioul lourd, c'est pas très propre d'un point de vue environnemental. Par contre, faut pas se leurrer, l'organisation et la mondialisation de l'économie, telle qu'elle s'est organisée, entraîne des freins importants à cette relocalisation. Quels sont les freins? Le coût du travail. Même si dans certains pays, le coût du travail a tendance à remonter, on reste sur des écarts de salariaux importants. Ce qui veut dire que relocaliser des produits et qui nécessitent de fortes main-d'œuvre, ça devient compliqué. D'autres freins, c'est une notion de pénétration de marché. Aujourd'hui, pour pénétrer certains marchés, il faut avoir des usines locales et produire en local les marchés. Donc ça milite également pour développer des usines dans des pays qu'on cible. Et ça milite également pour centraliser ces productions, surtout quand les prix sont moins chers dans ces pays-là. Et un point important, c'est les problématiques de possibilités de sourcing. On a des produits qu'on ne peut pas trouver dans des zones géographiques proches, qu'on ne peut plus trouver dans des zones géographiques proches. Donc ce serait à l'heure de dire on peut tout relocaliser. Point important également, c'est tout ce qui est les objectifs, notamment aux approches de coûts. Beaucoup en termes d'achat, je suis assez bien placé pour cela, en ayant une expérience en responsable d'achat d'un grand groupe industriel. C'est que l'approche coût est très importante, et notamment coût d'achat, et pas forcément toujours coût complet. Et effectivement, les objectifs, il faut qu'on les aligne à la fois sur des notions stratégiques de localisation de chaînes logistiques, mais également des notions de coût, et réfléchir plus largement sur les notions de coût. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est qu'effectivement, il y a en première approche, il y a des atouts stratégiques très importants, mais il y a également des freins qui sont pas moins importants. Alors, sur quel levier on peut travailler pour créer ces relocalisations? Donc, je propose que nous allions à la planche suivante, qui présente les différentes logiques porteuses de relocalisation. Alors, ces différentes logiques ne sont pas silotées. Hein. Il est clair qu'on peut travailler les logiques, les briques des différentes logiques, dépendamment des unes et des autres. Premier point important, ce qui revient au point précédent sur la reprise,
c'est la première réflexion qu'on peut se faire, c'est comment déjà j'optimise ma production. C'est-à-dire que tout ce qui est problématique de productivité, de capacité, de compétences, aujourd'hui, on peut réfléchir à augmenter ses capacités de production avec le même outil en réorganisant sa chaîne pour réintégrer une partie de la production qu'on avait pu externaliser à une époque parce qu'on estimait qu'on avait des capacités de production inférieures. Là-dedans, on a aussi toutes les réflexions autour de l'automatisation de cette production. Pour produire plus, il convient effectivement potentiellement d'automatiser pour augmenter la vélocité du flux de production. Deuxième point important, c'est le repositionnement à la chaîne de valeur. C'est de se dire, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de monter en gamme? Donc valoriser par l'image et par le prix le produit pour cibler éventuellement une autre. Ouais. Est-ce qu'on peut avancer d'un slide, s'il te plaît? Allô, allô? Je suis pas le seul à pas avoir l'écran. C'est pas moi qui pilote le. Sébastien, est-ce que tu m'entends? Ok, c'est bon, super, merci. Donc tout ce qui est positionnement de la chaîne de valeur. La chaîne de valeur elle va dépendre bien sûr du mix prix-produit. Il faut se poser la question justement, généralement les relocalisations s'appuient également sur une valorisation de produit, sur une montée en gamme du produit. Sur des réflexions autour des circuits de distribution, on parle beaucoup de circuits co-exactement, également. Et forcément tout ce qui est la partie innovation liée au produit. Aujourd'hui, développer de l'innovation sur ces produits, ça permet d'être en avance par rapport à la concurrence, effectivement, et ça permet aussi également ça milite pour développer des circuits courts, pour développer plus de flexibilité par rapport à ses sous-traitants pour proposer un produit plus rapidement sur le marché. Et ce qui donc nous amène à réfléchir à son écosystème et réfléchir donc à un écosystème qualitatif et créatif. Et tout d'abord, développer des réseaux fiables, qualitatifs, différenciants, aux compétences variées. Donc, cette réorientation dans la réflexion vis-à-vis de sa sous-traitance, hein, on sait pertinemment que les entreprises sont de plus en plus souvent des intégratrices de produits réalisés par les sous-traitants. Le fait de travailler sur des réseaux fiables réduit les coûts et devient concurrentiel par rapport à des produits plus low cost, mais qui entraînent plus de risques et plus de coûts cachés. Et donc, on arrive à la notion de logistique de coûts, cette notion de travailler sur les coûts complets. On trouve encore trop souvent des logiques de coûts d'achat. Et clairement, il faut que dans les entreprises, on arrive à distiller ces notions de coûts complets pour intégrer l'ensemble des coûts, alors qui sont listés en partie, mais qui ne sont pas totalement listés, et notamment tous les coûts cachés associés aux produits fabriqués à longue distance. Et donc le dernier point, ça concerne tout ce qui est valorisation de la communication sur le Made in France. Alors le Made in France c'est une chose, mais une deuxième thème dans la littérature après de plus en plus aussi le produire en France. Le Made in France peut être souvent galvaudé, c'est-à-dire que intégrer ou concevoir des produits en France peut être différent de produire en France. Et globalement, si on arrive à travailler sur ces différentes logiques, alors c'est un gros travail de fond, c'est réfléchir à sa chaîne globale d'approvisionnement. On peut travailler sur des segments de produits ou des segments d'affaires qui pourraient être relocalisés. Mais comme je le disais tout à l'heure, clairement, il y a des produits qui sont plus fabriqués par chez nous, c'est clair. Et donc, on ne pourra pas, à mon sens, dans un futur proche, relocaliser l'ensemble de la production. Il y a un point critique aussi qui apparaît, c'est la capacité des ressources. Aujourd'hui, dans l'industrie, on a déjà du mal à avoir de la ressource qualifiée pour certains métiers. Et donc, le fait de relocaliser une partie de l'industrie entraînera des tensions d'autant plus importantes sur ces qualifications. Donc, en plus de ces réflexions sur la chaîne logistique, il faut mener une réflexion sur la formation et sur la notion d'humain en général,
adaptation de l'humain au poste de travail, mais également formation de l'humain et valorisation et motivation des humains à travailler vers l'industrie. C'est partie des travaux également que réalise le pôle MC2 dans le cadre de sa réflexion usine du futur. Mais globalement, donc, pour conclure rapidement en quelques secondes, j'arrive à 51, la réflexion globale, c'est que toutes ces logiques porteuses de relocalisation peuvent être portées par un étendard un peu plus global qui est la transformation de l'industrie vers l'industrie du futur. Alors pourquoi aller vers l'industrie du futur? Parce que l'industrie du futur a besoin notamment de tester des solutions en usine. Donc ce qui nécessite d'avoir des réseaux proches et des cycles courts, qui nécessite également de développer des écosystèmes territoriaux, ce qui nécessite de développer de l'innovation, qui nécessite de travailler sur la réflexion, sur tout ce qui est data et sécurisation de data. Mais toutes ces notions de data permettent également de réaliser des économies d'échelle, ce qui permet d'avoir si on raisonne en coût complet, de pouvoir se positionner par rapport à des coûts low cost. Et l'industrie du futur nécessite également de développer de la flexibilité, de l'agilité. Donc globalement, c'est la réflexion, ce qui est porté par les différents pôles et clusters territoriaux, et également par la région au travers du plan industrie du futur, où les collectivités territoriales, les EPCI de type collectivité Carène et autres, militent pour cette relocalisation. Cette relocalisation industrie du futur, elle sera de toute façon en lien avec l'ensemble de la supply chain, et la réflexion de base sur chaque maillon de la supply chain du fournisseur au client nécessite une analyse complète et approfondie pour pouvoir traiter des plans d'action et des analyses de risque sur quels sont les secteurs que je peux leur réaliser, comment je peux le faire et dans quel cadre stratégique pour mon entreprise.